Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Conviction, l'émission des hommes et des opinions. Aujourd'hui, nous sommes avec Gildas Agonkan. Gildas Agonkan est honorable député à l'Assemblée nationale. Il est membre fondateur de l'Union progressiste. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité politique nationale de cette veille d'élection présidentielle. Monsieur Agonkan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BMTV. Votre parti, l'Union progressiste, a choisi le président Patrice Talon comme son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Et à votre suite, le PRD choisit également Patrice Talon. Avant vous, il y avait Moël Bénin, il y avait l'UDBN. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi vous ne voulez pas donner l'occasion au président Patrice Talon de compétir comme il aime si bien le faire? D'abord, il faut dire que chacun des partis, chacune des formations politiques a sa dynamique interne. Il n'y a pas eu de concertation pour le choix d'un candidat. Nous avons tous, visiblement, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, d'un certain nombre de performances dans l'action gouvernementale, fait le choix du candidat Patrice Talon. Vous savez, le parti Union progressiste a le choix de faire sa désignation parmi ses militants ou parmi ses sympathisants. Visiblement, aujourd'hui, on peut dire que Patrice Talon n'est militant d'aucun parti. Mais en même temps, il est sympathisant de beaucoup de partis. Donc quand nous évaluons un peu le potentiel d'action conduit par exemple depuis maintenant 2016, on a fait un tour d'horizon à travers nos structures à la base. Et finalement, nous avons décidé que Patrice Talon soit le candidat du parti. Que d'autres partis comme nous le font, c'est la preuve que le fruit est mûr. Le fruit qui est mûr sur un arbre, tout passant a tendance à lancer une pierre et accueillir. Et donc je fais le constat que c'est le fruit mûr que tout le monde s'empresse à accueillir. Donc c'est une situation qui montre à perfection la performance réalisée par le chef d'État tout au long de son mandat actuellement en finition. Mais lorsqu'on prend les deux grands partis politiques, à savoir le BR et l'UP, qui sont justement les partis qui sont à l'Assemblée nationale, et que ces deux partis-là choisissent la même personne comme candidat à l'élection présidentielle, est-ce que quelque part, ce n'est pas toute la représentation qui est en train de choisir un seul homme comme candidat? Et donc, ceux qui disent que l'Assemblée nationale est monocolore, vous leur donnez raison, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas de gêne à dire que Patrice Talon n'est pas sympathisant de l'UP ou du BR. L'opinion publique dit déjà que c'est Patrice Talon qui a été l'initiateur de la création du BR et de l'UP. Mais pourquoi voudrait-on aujourd'hui s'amouvoir par rapport à ça? On dit qu'il a été le déclic de la création de ces partis politiques. Ces partis se réunissent, voient en leur sein et font le constat que le sympathisant le plus indiqué au début conduit encore plus de réformes pour un développement beaucoup plus rayonnant du pays. C'est Patrice Talon, il n'y a pas de gêne à cela. Ce faisant, nous ne faisons pas de l'unicité autour. D'autres candidats peuvent souhaiter aussi postuler à cette candidature. Et nous avons dit, puisque nous sommes dans un contexte où il y a des réformes qui donnent un peu plus de rigueur, de responsabilité à la chose présidentielle aujourd'hui, nous avons dit que les députés et maires de l'Union progressiste sont capables d'apporter leur parrainage à un autre candidat pour un challenge qui pourrait se faire. Mais c'est ça justement qui paraît paradoxal. Vous avez choisi quelqu'un comme candidat et on peut dire qu'il y a quand même que vous allez tous vers la même personne et vous estimez dans le même temps que vous serez prêt à parrainer un autre candidat. C'est comme si vous voulez donner la possibilité à un adversaire de combattre ou bien de prendre la place de celui que vous soutenez. Ça ne paraît pas paradoxal? A priori, c'est un contexte difficile. A priori, c'est un contexte difficile. Mais les lois n'ont pas été réalisées pour un contexte. La loi a été réalisée pour la pérennité. Oui, nous avions, nous, notre candidat. Mais comme ça s'est fait déjà une fois, plusieurs fois en France, vous savez, le Front national n'a jamais pu avoir autant d'élus pour avoir le parrainage et pour être au présidentiel. Le Front national a toujours besoin du parrainage d'autres partis politiques qui ont leurs candidats. Donc, c'est vrai que c'est une innovation. Nous sommes au Bénin ici. Oui, c'est justement, c'est une innovation. C'est la première fois que nous expérimentons cette situation-là et ça fait toller. On va voir ce que ça va donner. Attendons de voir si, en plus de Patrice Talon, il n'y a pas d'autres candidatures qui ne soient pas parrainées par des élus UP ou BR. On verra bien. Mais ce qui est évident, on a l'habitude de dire que c'est la volonté de faire en sorte qu'il y ait un challenge démocratique, c'est une volonté partagée. Et on dit que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais battre pour que tu aies le droit de le dire. Il y a plusieurs personnes qui estiment qu'ils sont capables du moins d'apporter une contradiction
pertinentes à l'action gouvernementale. On peut les mettre en exergue pour voir. Donc, nous ne sommes certainement pas d'accord avec le programme, mais on leur permettra de venir confronter leur programme avec le résultat. Ce que ceux-là demandent surtout, c'est qu'on laisse tomber le parrainage pour cette élection-ci. Non. Personne ne peut demander ça. Moi, quand j'entends certains partis politiques démocrates dire que la conditionnalité pour aller aux élections, c'est qu'on laisse tomber le parrainage, ça ne veut rien dire. Dans ce pays, nous avons tous fait pendant longtemps un diagnostic. Le diagnostic est connu. C'est qu'il y a une sorte de banalisation, de processus pour l'élection présidentielle. Nous avons une ribambelle de candidatures, les plus sérieuses, les moins sérieuses. Nous n'avons pas une responsabilisation de la classe politique. Et nous avons fait le diagnostic tout le temps pour dire qu'il faut aller vers beaucoup plus de professionnalisation de la classe politique. Et l'une des choses qu'on a toujours évoquées, c'est le parrainage, le rassemblement des petites formations politiques. Aujourd'hui, nous sommes toujours arrêtés à l'étape du diagnostic. Il y a eu le président Talon qui est venu donner un déclic, un peu plus d'audace, pour que véritablement ce qui a été toujours pensé sous forme de diagnostic soit une réalité. Donc on fait le parrainage aujourd'hui, et subitement, parce qu'il y a un contexte, on dit il faut laisser. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune obligation pour quelqu'un d'être candidat en 2021. Et ce n'est pas parce qu'un parti politique, fut-il de l'opposition, ne sera pas candidat en 2021 que la démocratie béninoise est devenue une démocratie bananière, que le développement du Bénin s'est arrêté. Qu'on arrête de faire croire à l'opinion. Mais lorsqu'on n'est pas prêt, on ne peut pas reporter ce qu'on veut faire. On n'est pas prêt à quoi? Parce que la vie ne va quand même pas s'arrêter juste après l'élection présidentielle 2021. Pourquoi ne pas commencer l'expérimentation justement du parrainage après la présidentielle 2021, puisque beaucoup demandent qu'on laisse tomber. Il y a même la société civile, vous avez entendu récemment la voix de Social Watch qui souhaite qu'il y ait une élection inclusive et qu'on lève ces barrières-là qui pourraient empêcher les gens d'aller aux élections normalement. L'opposition qui est un groupe que moi je respecte beaucoup parce qu'en son sein, il y a un nombre de sommité qui ont eu à avoir des réactions assez sérieuses sur la chose politique de notre pays. Mais l'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle. Pourquoi voulez-vous que l'opinion publique, pourquoi voulez-vous que la majorité porte les erreurs de l'opposition? On a tout dit chez nous que ne regardez pas là où on tombe, voyons là où on a trébuché. Tout est parti des législatives. Qui a empêché l'opposition d'aller aux élections? Mais lorsque chaque fois vous dites l'opposition dans son rôle, est-ce que ce n'est pas une manière d'esquiver chaque fois? Non. Est-ce que ce n'est pas un prétexte pour dire... Pourquoi voulez-vous que moi, qui sois dans la démarche de l'action gouvernementale, je puisse me mettre à défendre l'opposition dans ses exigences? Pourquoi l'opposition ne reste pas dans mes exigences à moi, mais les exigences qui sont conformes à la loi? L'opposition a trébuché parce que l'opposition s'est refusée. On ne refusera pas ce débat. C'est refusé de participer aux élections législatives. C'est refusé de participer aux élections communales. Mais ce faisant, nous n'allons pas, parce qu'ils ont trébuché, dire qu'il faut remettre tout en cause. Je dis et je répète que le fait que des démocrates n'aient pas de candidat en 2021, ce n'est pas le déluge. Ils ont la possibilité qui leur donnait de dire « nous avons un candidat ». Pendant longtemps, ils ont dit « nous ne participerons à rien ». Tant qu'il n'y a pas état généraux, tant qu'il n'y a pas telle chose, nous ne participerons à rien. Nous ne voulons même pas nous faire enregistrer comme parti politique. Finalement, ce sont ces lois-là qui les ont permis d'être aujourd'hui démocrates. C'est raisonnable, c'est respectable. Ils apportent la contradiction à l'opposition gouvernementale. Nous les voyons dans le pays. Ils parlent. Ça n'émeut personne. Ça ne gêne personne parce que la vitalité de l'opposition est stimulante pour l'action gouvernementale. Donc, nous souhaitons que l'opposition apporte ses critiques. Mais l'opposition ne peut pas exiger que la majorité se dédie sur ce que nous avons pris du temps, de l'intelligence pour construire. C'est pas parce que l'opposition dit qu'il faut remettre en cause le parrainage, il faut remettre en cause la réforme, il faut remettre en cause telle chose que nous allons dire, on remet en cause. Ce faisant, nous ne serons pas dans une dynamique positive. Donc, je souhaite que chacun soit dans le couloir de ses limites. Dans le couloir de ses limites. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il y a une réalité. Le Parlement est là, avec une majorité stable, la gouvernementale. L'opposition doit trouver une autre forme de stratégie. La stratégie qui consiste à dire que le seul programme, c'est restaurer la démocratie. Le seul programme, c'est balayer de revers les réformes qui ont été construites sur la base d'une intelligence performante. Si c'est ça leur opposition, ça n'a pas de sens. Donc, il faut souvent rappeler que ceux qui sont autour de la mouvance, c'est une myriade de partis politiques qui se sont fusionnés pour créer les blocs que nous avons aujourd'hui. Donc, si chaque tendance de ces blocs-là devait évoquer des désirata, on ne sera pas
Ou est-ce que ça va être une pareille politique dans le pays? Donc, moi, je respecte l'opposition dans ses opinions, mais que l'opposition ne prenne pas ses exigences comme la volonté législative. Non. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on aille à cette élection sans candidat de l'opposition. On verra bien. Un recul démocratique ou une avancée selon vous? On verra bien. Ce serait selon vous une avancée ou une Je ne sais pas si on le fait. J'attends la fin du processus de dépôt de candidature pour voir s'il n'y a pas eu de candidat de l'opposition qui n'ait pas eu la possibilité d'obtenir des parrainages pour se faire candidat en 2021. Vous serez prêt à parrainer un candidat de l'opposition? J'apprécierais. Puisque vous soutenez quand même déjà le président de la République qui est là actuellement et qui sera candidat. Est-ce que vous serez prêt à le laisser tomber pour parrainer un candidat de l'opposition? Paris Talon a besoin de 16 candidats, 16 parrainages. Paris Talon a besoin de 16 parrainages. Il y a plus d'une centaine. C'est une entente que vous allez avoir. On dit telle personne n'a qu'à parrainer le président et nous autres, bon, on peut parrainer d'autres. Ou alors c'est chacun qui parraine à son niveau. Et donc, dans cette logique-là, on ne peut pas supposer que c'est juste 16 candidats qu'il faut pour le président. Il peut se retrouver avec 30, 40, 50 parrains. C'est la loi qui a dit que nous devons avoir une entente. C'est pourquoi je pose la question. Vous avez dit qu'il n'a besoin que de 16 candidats, de 16 parrains. Ça veut dire que vous allez désigner les 16 à l'avance. Il y a un seul tiré qui parle du parrainage dans la loi électorale, dans la réforme. Un seul tiré. Tout le monde parle comme si tout le dispositif législatif était fixé sur le parrainage. Non, il y a un seul tiré. Ce n'est même pas un titre, ce n'est même pas un chapitre, ce n'est même pas un article. C'est un tiré d'un article. Il paraît qu'une virgule dans une loi. Qui dit simplement que, entre autres conditions, pour être candidat, il faut réunir tel nombre de parrainages. Alors on n'a pas dit, allez vous entendre autour d'un candidat. Non, non. On n'a pas dit. Donc chaque parrain a la possibilité de faire le parrainage. Nous sommes dans un contexte sui generis où l'opposition, enfin ceux qui se considèrent comme tels, n'a pas pu participer aux élections législatives, n'a pas pu participer aux élections communales, donc n'a pas visiblement des parrains. Mais ce n'est pas la fin du monde. 2021, ce n'est pas la fin du pays, ce n'est pas la fin de la démocratie. On verra après le dépôt des candidatures. S'il n'y a pas le cadre, on fait le constat que c'est Paris Talon seul qui est candidat contre lui-même. Ce que vous allez dire sera fondé. Mais si on ne le constate pas, on appréciera. Qu'est-ce qui pourrait se passer alors? S'il est seul candidat, je présente que ça ne se passera pas ainsi. Je présente que ça ne se passera pas ainsi. Votre parti, l'Union progressiste, a donné ses critères de parrainage des candidats. Et au nombre de ces critères, il y a que l'UP ou bien un élu de l'UP n'acceptera parrainer qu'un candidat issu d'un parti politique régulièrement constitué et ayant une existence légale. Mais finalement, les candidats indépendants, vous estimez que c'est nuisible, que ça n'a pas de sens, donc ça n'a pas le droit de citer? Vous pensez, vous, que ça doit le citer dans le contexte de la réforme? Même dans les grandes démocraties, il y a toujours des candidats. Même aux États-Unis, il y a des candidats indépendants. Lorsque j'évoquais des choses, vous avez dit que nous sommes qui obtiennent des parrainages. Vous avez dit que nous sommes au Bénin. Chaque pays conçoit les choses en fonction de son histoire, les candidatures indépendantes. Pourquoi vous voulez en faire de ça un problème pour les présidentielles? Vous savez que les premières élections communales dans ce pays, en 2003, c'était libre, à volo, tout le monde venait. Mais on a été obligé de faire la récession en disant, pour être candidat pour une élection communale, il faut être sur la liste d'un parti politique. Pour les législatives d'un parti politique. Pourquoi voulez-vous que nous soyons dans la ribambelle de candidatures indépendantes, chacun se lève, je suis candidat, je suis candidat. Non, si vous êtes candidat, il faut rechercher le soutien, le parrainage d'une formation politique, de personnalité politique, maire, député. Si nous constatons qu'il y a des candidatures, l'Union progressiste a décidé que ces députés, ces maires ne puissent parrainer que les candidatures issues de formation politique. Parce que nous sommes dans la démarche de la responsabilisation. Ça, c'est notre choix. Mais ça ne veut pas dire que nous demandons par d'autres partis, aux autres députés, de ne pas soutenir des indépendants. Nous, on a dit que pour une candidature responsable, raisonnable, adaptée au contexte du développement de notre pays, il faut que ce soit l'émanation d'un groupe politique sérieux. Est-ce que ce n'est pas un homme qui est visé sur ce coup-là? Pourquoi? Joël Aïvo, pour ne pas le citer. Franchement, vous pensez que, avec tout le respect que j'ai pour le professeur Aïvo, que l'admiration sur le plan constitutionnel, mais politiquement, franchement, vous croyez que Joël Aïvo, c'est un potentiel politique dans ce pays? Le Béninois a visiblement cette tendance à croire tout de suite à ce qui clean. Joël Aïvo, comme si personne ne connaît Joël Aïvo au Bénin. Droit constitutionnel, parfait, expert. C'est une performance, c'est un sachant, c'est un expert.
Mais politiquement, sur le terrain, haranguer les foules, aller au contact des populations, c'est ça qu'il faut craindre. Mais ce ne serait pas la première fois pour les Béninois d'élire un homme qui n'est pas a priori politique et qui se porte candidat. C'est déjà arrivé plus de fois. Tout le temps, ça a été fait sur la base de quoi? Faisons de l'histoire. Allons-y. Faisons de l'histoire. Nicéphore Fassoglo, consensus convent national, il devient président de la République. Après, nous avons eu. Vous n'allez pas dire que Kérékou Mathieu, c'est quand même un individu Sinélo qui est venu pour dire non. Ensuite, Yahi Boni. Oui. Vous avez vu Yahi Boni? C'est pas politique avant. Oh, franchement. Vous avez vu le rassemblement qu'il y a eu autour de lui? Oui. Mais où est le rassemblement autour de Joël Aïvo? Vous sentez quelque chose comme ça dans le pays? Je dis que lorsque le fruit est mûr, facilement, il est cueillable en truffe. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi il y a une fixation sur mon frère Joël Aïvo. Non, il n'y a pas de fixation sur lui. C'était juste une question. Je voudrais dire, pour conclure ce point de vue, que Joël Aïvo, ce n'est pas la personnalité qu'il faut craindre en matière de poids électoral. Donc, on ne peut pas faire les choses comme si c'était Joël Aïvo qui est celui qu'on veut combattre, celui qu'on va attaquer. Donc finalement, comme disent les Ivoiriens, devant il n'y a que maïs, c'est ça? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les candidats qui... Mais comment appréciez-vous cette ambiance de veille d'élection présidentielle, cette ambiance, disons, délétère, cette ambiance morose qui contraste totalement avec ce qu'on avait de par le passé? Comment vous l'appréciez? D'abord, je suis d'accord avec vous que le contexte actuel est un contexte si généreux, un contexte particulier. C'est la première fois que nous expérimentons la réforme pour les élections présidentielles. Il n'y a plus de possibilité pour quelqu'un de se lever, pour dire, nous n'avons plus cette ribambelle de candidature, on n'a plus ça. La deuxième chose, il y a un président de la République qui est sortant et qui est candidat à sa réélection. Ce président de la République est porté par beaucoup de partis politiques. Mais c'est la posture déjà du président de la République sortant. Ce n'est pas une posture de grandiloquence. Vous voyez déjà, même dans l'action du développement, vous voyez, dans les infrastructures, dans les réalisations, il n'y a pas une prépondérance de l'homme sur l'action collective. Vous ne l'avez jamais vu sur des chantiers inaugurés ici. Donc, il a refusé l'aspect fanfaronnade de la politique. Et c'est des risques qu'il prend pour réformer profondément l'action politique chez nous. Vous voyez, par le passé, vous dites la veille des élections, non. Quelqu'un est nommé, il fait les messes, il fait les remerciements, il chante, il danse. La folklorisation de l'action politique était une réalité chez nous. Désormais, ce n'est plus ça. Alors donc, ça se ressent. Même les mouvements isolés qui se créent et qui disent « nous soutenons talent », lui-même, il dit « il ne faut plus continuer ça ». Donc, c'est la posture de l'homme, le contexte politique actuel, l'environnement politique actuel, les réformes en cours qui conduisent à cette situation. Mais je dis c'est une expérimentation. Nous allons l'évaluer et voir si ça apporte un mieux-être pour notre démocratie, à notre développement, ou si c'est un recul. Si c'est un recul, on va ajuster, mais si c'est un mieux-être, il faut continuer. Je reste persuadé que c'est un mieux-être, il faut aller dans la dynamique de la continuité. On a entendu un nom en ce qui concerne la colistière du président Patrice Talon. On a entendu le nom de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariama Talata Zimé Yerima. Il paraît qu'il y a eu un vote qui a donné 17-17. Comment ça s'est passé? On s'est retrouvé à 17-17. Pourquoi, au départ, c'était un nombre pair? Pourquoi il ne fallait pas aller à un nombre? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'avoue que je ne veux pas rentrer dans ce que j'appelle les confidentialités de l'action politique militante. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Mme Talata va être colistière du président Talon. C'est elle qui sera colistière ou alors ça va être confirmé? Puisque quand on suit un peu ses impressions, ses premiers mots, c'est qu'elle a dit que c'est une surprise pour elle et qu'elle attend que le chef de l'État, qui est celui qui choisit son colistier, se prononce là-dessus. Je voudrais que vous ne regardiez pas le contexte de sa déclaration. C'est elle la colistière. Le contexte de la déclaration est certainement révélateur de ce qu'elle a dit. Ce que je peux vous dire, vous vous étonnez tantôt sur la notion de 17-17. Non, il ne faut pas faire une fixation sur ces choses-là. Ce qui est évident, vous avez dit vous-même que le BR a désigné Talon comme candidat. L'UP a désigné Talon comme candidat. C'est important que sur la base des réformes actuelles, c'est un duo présidentiel. Les deux partis sont rentrés en discussion pour voir celui ou celle qui pourrait être la colistière. Et ça aussi, c'est une démarche qui n'est certainement pas la meilleure. La meilleure des démarches, comme ça se fait aux États-Unis, c'est le candidat qui désigne
son colistier ou sa colistière est fait valider par le parti politique. Comme nous avons emprunté une démarche à la limite consensuelle qui n'a pas abouti, les conditions dans lesquelles ça n'a pas abouti, nous sommes revenus après à la démarche qui devait être raisonnable, demander au candidat de désigner sa colistière. Le candidat sur la base de critères que je ne peux pas savoir ici, a désigné Mme Talata. Ça va être entériné par les partis politiques. L'Union progressiste doit se réjouir d'ailleurs de ça, puisque Mme Talata, qu'on le veuille ou non, c'est une militante de l'Union progressiste. Donc, le premier, nous nous réjouissons de ça. Nous allons entériner cette décision-là, puis c'est le choix du candidat que nous avions désigné. Donc, ça ne pose aucun problème. Beaucoup disent d'ailleurs que c'est la preuve que le président Patrice Talon est beaucoup plus proche de l'UP que du BR, par exemple. Je laisse les gens à leur opinion. Je laisse les gens à leur opinion. Je ne sais pas si c'est sur la base de l'appartenance militante uniquement que... Puisque vous avez été les premiers à choisir, en tout cas... non, c'est vrai qu'il y a eu l'UDBL, il y a Moël, mais quand on prend vous et qu'on prend le BR, vous avez été les premiers quand même à choisir, à opter pour le président Patrice Talon, et puis on retrouve la colistière également chez vous, n'est-ce pas? Non, moi je ne regarde pas sur qui a désigné premièrement ou deuxièmement. Je fais le constat que l'Union progressiste est la première force politique du point de vue électoral au Bénin. Et que si le chef d'État arrive à cela, notre candidat arrivé à cela, ce n'est que justice. UP et BR, le courant passe bien maintenant? Puisqu'on entend des rumeurs, il y a des informations qui nous parviennent et qui disent que c'est pratiquement la guerre. Mais on vous a dit une fois que c'était la lune de miel? Oui. Non, il n'y a jamais de lune de miel. Au début, quand même. Non. Nous sommes au pays. L'histoire renseigne que les premières confrontations de l'UP et BR, là on a fait les législatives, on a fait les communales, dans un challenge politique très engagé, quelquefois même fratricide dans certaines localités. Nous avions un candidat commun. Nous avions le président Talon comme candidat commun. Mais ça n'enlève en rien la rivalité politique qui s'opère sur le terrain. Et à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle la réelle politique. Gentleman agreement pour que le candidat choisi par les deux partis puisse un candidat élu. Maintenant, après ça, vivre les dégâts. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation atypique. J'allais même dire de transition. Madame Talata Azime Yerima, colistière, par la suite, si les Béninois le décident, vice-présidente de la République du Bénin, est-ce que ça ne fera pas un siège en moins à l'Assemblée nationale, puisqu'elle est la suppléante d'un député, en tout cas du ministre actuel de l'Intérieur? Qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale alors? Oui, un siège encore en moins? Je suis d'accord avec vous que ça fait un siège en moins. Oui. Mais qu'est-ce que ce siège en moins a sur la validité de l'action parlementaire ou le développement de notre pays? Je n'en sais pas. Nous allons en tirer. C'est une expérience que nous allons vivre. Nous tirons les conséquences. Ce qui est évident aujourd'hui, si elle est élue comme vice-présidente de la République, elle ne sera plus vice-présidente au Parlement. Il y a certainement quelqu'un qui va le remplacer, qui va la remplacer du moins. Mais je dis, c'est vrai comme vous le dites, on a déjà connu le cas de notre collègue député de Kandi, oui, qui est décédé, donc on était 82. Si maintenant Taha va, on sera 81. Bon, l'impact sur la vitalité de notre démocratie, je ne pense pas que ce soit quelque chose de si grave. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous demander comment vous contrôlez l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. Cette 7e législature paraît muette par rapport au contrôle de l'action gouvernementale. Pourquoi vous avez autant de difficultés à poser des questions au gouvernement? Non. Honorable. Soyons sincères. Moi, j'ai fait la 7e législature. Je ne sais pas ce qui a été virulent dans la condamnation gouvernementale. Non. Actuellement, vous avez vu les dernières... Vous avez vu la 8e, voilà. Vous avez vu les dernières sessions parlementaires? Vous avez vu le flot de questions posées au gouvernement? Vous avez vu le balai? Vous avez vu l'agacement quelquefois des ministres sur une question? Pourquoi pensons-nous que le contrôle de l'action gouvernementale, c'est mettre à nu le gouvernement, c'est critiquer le gouvernement? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les députés actuels, bien qu'étant de la mouvance présidentielle, ont posé une succession de questions qui ont trait à la transhumance, qui ont trait au secteur éducatif, qui ont trait à la santé. Vous avez vu, qui ont trait aux accidents mortels sur les voies. Chicha. On a entendu le chicha. Mais vous pensez que c'est un phénomène banal? Non, pas banal. Mais bon... Donc pourquoi pensez-vous que... Parce qu'on n'a pas dit que Patrice Talon est mauvais, on dit on n'a pas questionné le gouvernement.
il y a eu des questions qui ont été programmées. La dernière fois, il y avait 6 ministres qui étaient au Parlement pour répondre. Nous avons transformé toutes les questions en questions débat. C'est une première. Avant, le député pose la question, le ministre répond, le député initiateur de la question parle, ça s'arrête. Nous avons dit aujourd'hui qu'il faut aller au-delà. Lorsque le ministre répond, il faut qu'un débat s'instaure. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fera de mieux? On vous aura compris, honorable Gita Sakonkan. Merci pour votre passage sur notre émission sur BMTV. Merci pour vos explications et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.